la semaine dans l'émission littéraire Le Livre en question. À la semaine prochaine. Merci. Merci à Lydia Antoine. On retrouve maintenant Isabelle Gracien qui nous propose la rubrique Le poème ou récit du jour. Isabelle Gracien nous donne ici un récit biographique de son grand-oncle Félix Auboué de la Guyane française. Écoutons Isabelle Gracien. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices, bonsoir Simplice. Lors des 2 dernières émissions, je vous avais lu 2 de mes poèmes en hommage à Félix Eboué, mon grand-oncle. Ce soir, je vais vous lire un discours prononcé le 22 juin 1996 par Henri Azaël Massieu, historien, écrivain, auteur guadeloupéen, qui a rendu hommage à Félix Eboué lors du pèlerinage au Panthéon, sous l'égide du Comité national de liaison des associations du souvenir, des amis de l'abbé Grégoire, des amis de Victor Schellcher, du souvenir du gouverneur général Félix Eboué, du souvenir du capitaine de vaisseau Camille Héliodore Mortenol, de la Société des amis du président Gaston Monnerville et de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Donc ce discours commence par jouer le jeu. Jouer le jeu qui est un discours qui a été prononcé le 1er juillet 1937, présidé par Félix Eboué lui-même lors de la distribution des prix au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre. Jouer le jeu, c'est s'élever si haut que l'on se trouve partout à son aise, dans les somptueux palais comme dans la modeste chaumière de l'homme du peuple. C'est ne pas voir un excès d'honneur quand on est admis là et ne pas se sentir gêné quand on est accueilli ici. C'est attribuer la même valeur spirituelle au protocole officiel, à l'académisme, qu'au geste si touchant par quoi la paysanne guadeloupéenne vous offre, accompagnée du plus exquis des sourires, l'humble fleur des champs, son seul bien qu'elle est allée cueillir à votre attention. Là, c'est Henri Azaël Massieu qui parle. Nous rendons hommage aujourd'hui à Félix Eboué, dans ce monument qu'est le Panthéon, où la France honore les plus grands de ses hommes en y déposant leurs cendres afin de rendre immortels leurs souvenirs. Ici, Félix Eboué est à son aise, comme il eût été dans le plus modeste des cimetières, car quel que eût été le lieu du dépôt de ses cendres, la grandeur de l'homme l'eût imposé à la mémoire collective. On peut rendre grâce au président Monnerville d'avoir tout fait pour que les cendres de Félix Eboué fussent déposées au Panthéon, car il connaissait mieux que quiconque les vertus du symbole. En l'occurrence, ce dernier était double. Non seulement il s'agissait de classer formellement parmi les grands des grands un homme dont la pensée et l'action avaient eu une incontestable influence sur le devenir du monde, mais il fallait aussi qu'un nègre qui avait été pourvu de qualités de cœur et d'esprit les plus éminentes fût reconnu tout simplement pour sa nature d'homme exceptionnel. Quoi qu'il en soit, remercions le président Monnerville d'avoir obtenu que les cendres de Félix Eboué fussent déposées au Panthéon, et si l'homme que nous rendons aujourd'hui est marqué par la simplicité, c'est que nous nous tournons vers l'homme plus que vers l'honneur qui lui est fait. Ce n'est pas peu de choses que d'être après sa mort au Panthéon. Mais en considération de la vie de Félix Eboué, il pourrait paraître vain de gloser sur l'honneur post-mortem qui lui a été fait. Aussi paraît-il judicieux aujourd'hui de s'intéresser aux multiples facettes d'un homme qui, parti de rien, fit preuve tout au long de sa vie à la fois d'une extraordinaire capacité d'élévation et de sens particulier de l'action. La cérémonie d'aujourd'hui, qui est désormais un rite, est hélas trop peu connue pour soulever l'enthousiasme des foules et surtout des jeunes gens, ou pour attirer des médias qui sont souvent plus friands de faits divers que de la mémoire d'un homme qui a pourtant joué un rôle déterminant pour la restauration de la France libre et l'affirmation de la dignité de l'homme. Car nos compatriotes de l'outre-mer, comme ceux de l'Hexagone, savent à peine qu'il existe à Paris une station de métro sous-nommée Félix Eboué.
Par-ci par-là, un buste, une plaque de rue, évoquant la mémoire d'un homme dont la plupart ignorent les mérites, ne sachent rien ou presque de sa vie et de son œuvre. Nous nous devons donc d'évoquer pendant quelques instants la vie et l'œuvre du gouverneur général Félix Éboué. Le 26 décembre 1884, naît à Cayenne Adolphe Félix Sylvestre Éboué. Quatrième d'une famille noire de 5 enfants, il passe les premières années de sa vie en Guyane, la terre où ses ancêtres africains, originaires de Côte d'Ivoire ou de pays Ibo, ont été déportés à la fin du XVIIIe siècle et où ses grands-parents ont recouvré la liberté lors de l'émancipation de 1848. Ses parents sont des gens simples. Son père, d'abord orpailleur, tiendra avec son épouse à Cayenne, à compter de 1898, une petite épicerie qui permettra de faire vivre la famille. C'est donc à Cayenne qu'il commence des études qu'il finira à Bordeaux, grâce à une demi-bourse que lui vaut sa qualité de bon élève. Après l'obtention de son baccalauréat en 1905, il choisit d'être administrateur des colonies. Reçu en novembre 1906 au concours d'entrée à l'école coloniale, dont il sort diplômé en 1908, il s'oriente vers l'administration des colonies africaines. Il servira donc au Congo, en Oubangui-Chari, actuelle République centrafricaine, au Soudan français, actuel Mali et une partie de la Haute-Volta. Cependant, à 2 reprises, sa carrière d'administrateur colonial le ramène en pays créole. En 1932, administrateur en chef, il est nommé secrétaire général de la Martinique, où par 2 fois il assurera l'intérim du gouverneur, 1 mois en juillet 1932 et 7 mois à la fin de 1933. En septembre 1936, il est affecté en Guadeloupe, où il est chargé d'appliquer les réformes préconisées par le Front populaire. Son départ de la Guadeloupe en juillet 1938 donne lieu à des manifestations d'enthousiasme et de sympathie et c'est porté en triomphe qu'il est conduit à l'embarcadère du navire qui va le ramener vers la France. Il est alors affecté au Tchad comme gouverneur de 2e classe et il rejoint Fort-Lamy en janvier 1939. À considérer les choses formellement, on a presque le sentiment que la carrière de Félix Éboué se déroule comme celle d'un fonctionnaire ordinaire, de poste en poste, éloignés les uns des autres, comme s'il n'y avait dans ces affectations successives aucune cohérence. En fait, cette dernière est assurée par l'homme, car dans les fonctions assumées, du Congo au Tchad en passant par la Guadeloupe et la Martinique, Félix Éboué fait preuve d'une constante rigueur dans l'appréciation des situations auxquelles il est confronté et ne se départit jamais de cette hauteur de vue qui l'entraîne toujours à être, contre vents et marées parfois, un résistant à tout ce qui lui paraît être contraire à son éthique humaniste. C'est bien lui qui écrit dans une circulaire administrative du 8 novembre 1941, en citant Lyoté, « Nous connaissons mieux que tout autre le secret de cette parcelle d'amour sans laquelle ne s'accomplit nulle grande œuvre humaine. » En Oubangui-Chari, il noue de profondes relations d'amitié avec les populations et leurs chefs, pénétrant ainsi en plein dans l'âme africaine, au cœur de la civilisation africaine, et élabore alors sur le terrain une conception originale de la politique coloniale en Afrique noire, éminemment frappée du sceau de son humanisme. En Centrafrique, il s'exerce au développement économique en s'évertuant à restructurer l'administration et à doter le pays d'une infrastructure moderne, sans négliger l'agriculture, si importante pour les populations locales, à laquelle, malgré les oppositions diverses, il apporte un sang neuf avec des productions nouvelles. Au Soudan, il s'efforce de pousser, hélas sans résultat probant, en raison des résistances structurelles de sa hiérarchie, des expériences d'administration directe et de décentralisation engagées par son prédécesseur. En Guadeloupe comme en Martinique, non seulement il s'emploie à améliorer la condition des plus malheureux par la construction notamment des logements sociaux, par l'assainissement des eaux et le développement de l'instruction publique et des activités sportives, mais il contribue aussi par son action à atténuer les antagonismes entre blancs, métis et noirs. Où qu'il soit, il s'efforce d'être parmi ses administrés
et de s'adresser à eux en toute occasion. En Afrique, sa philosophie philanthropique, sa conception propre des devoirs de l'administrateur colonial, sa curiosité l'amène à étudier de près les structures sociales et politiques, les traditions orales et les rites des Africains. Il va plus loin encore, en s'initiant à la langue de ses administrés et en publiant même en 1918 une grammaire Sango, Banda, Baya et Manja. Il s'attache par ailleurs à percer le mystère du langage musical stambouriné que les peuples de l'Ubangi-Chari tiennent jalousement secret. Sa profonde connaissance des mœurs de l'âme africaine, jointe à son humanité, l'entraîne évidemment à soutenir le respect des différences et à lutter contre le nivellement que ne manquerait pas d'entraîner l'assimilation que souhaitent certains. Un extrait de l'auteur Jean de la Roche du livre Le gouverneur général Félix Eboué. Plus il pénétrait dans la vie des Africains et plus il considérait qu'il fallait s'efforcer de conserver à l'Afrique son génie. On devait bien entendu moderniser ses formes de vie matérielle, l'ouvrir aux échanges et aux contacts extérieurs, mais tout en se gardant de saper les sources mêmes du génie de la race, sans lequel elle n'aurait plus ni originalité ni âme. Fermez les guillemets. Être à la fois administrateur des colonies et humaniste. Un paradoxe difficile à soutenir, dans lequel Félix Eboué vit en permanence tout au long de sa vie et qu'il transcende en permanence par référence aux valeurs universelles qui sont siennes. Voici un autre extrait rapporté par Ginette Eboué, la fille de Félix Eboué, dans Voix et Visage en mai-juin 1958. Petit noir, grandi en Guyane, à des milliers de kilomètres de la vieille civilisation européenne, il avait pris au pied de la lettre les enseignements de l'Antiquité, du christianisme et des grands révolutionnaires glanés au lycée de Cayenne. Il se résumait pour lui en un seul grand principe auquel il est demeuré passionnément attaché. La personnalité humaine est sacrée. Les moindres actes de sa vie privée et publique furent empreints de ce respect fondamental que l'on doit aux êtres à la vie. Il recommandait aux jeunes de développer leur culture. C'est par là, disait-il, que vous arriverez à vous évader des misères du temps et à vous forger, quoi qu'il arrive, la seule indépendance réelle, l'indépendance de l'esprit. Fermez les guillemets. Félix Eboué a choisi la voie de la révolution spirituelle. Loin des excès, de l'excitation de ceux qui brandissent le poing et les armes, se déchaînent dans la violence et se repaissent du sang de leurs congénères, il découvre dès sa jeunesse la puissance de l'esprit, la force de l'amour et du respect de l'autre. Félix Eboué a compris très tôt qu'en tout, le fond compte plus que la forme et que c'est en soi, dans son esprit, qu'on porte la force. L'humilité et la modestie dont il fait preuve en permanence ne l'empêchent jamais d'affirmer en toutes circonstances les valeurs qu'il porte en lui. S'il fait peu de cas des misérables ostracismes, du racisme vulgaire des esprits communs, il ne s'en oppose pas moins vigoureusement à tous ceux qui font barrage au principe de la liberté de l'homme. Il éprouvera de ce fait quelques difficultés dans sa carrière. Mais qu'est-ce qu'une carrière au regard du chemin spirituel qu'il emprunte? Il est comme le soldat, comme le citoyen, il obéit tant que c'est possible. Mais son obéissance n'implique en aucune manière qu'il accepte de ne plus douter, c'est-à-dire de ne plus dominer les circonstances par la réflexion ou, comme on dirait aujourd'hui, par la dialectique. Il respecte les formes, mais il agit en considération du fond. Il sait que les solutions se trouvent rarement dans l'agitation, aussi reste-t-il toujours serein. Quand il s'engage, c'est avec sérénité, celle qui suit une décision mûrement réfléchie et se fonde sur les valeurs universelles auxquelles il a adhéré. L'on a parfois reproché au grand nègre cette apparente obéissance à la norme, sans y voir autre chose qu'une pure soumission à l'ordre établi. Mais au-delà des apparences, le refus de l'agitation stérile s'appuie en fait sur la certitude que les valeurs universelles, celles notamment définies dans la Déclaration des droits de l'homme à l'occasion de la Révolution française, triompheront toujours, indépendamment des formes circonstancielles. Aussi Félix Eboué adhère-t-il profondément à la patrie, à la France,
mère de ces droits auxquels il se réfère constamment. Peu importe quand son sein est surgi dans l'histoire de nombreux hommes plus soucieux de leur intérêt personnel que des droits fondamentaux. Ces individus de circonstance étaient eux voués à disparaître, tandis que les grands principes restaient. Félix Eboué n'ignore pas qu'entre la patrie, la France éternelle et certains de ses enfants, il y a une grande distance. Entre les profiteurs de tout poil, les flagorneurs, les veules et les corrompus, et ceux qui vivent leur citoyenneté dans la fierté d'appartenir à la patrie des droits de l'homme, il y a la distance de la terre à la lune. Mais il sait aussi que la pourriture fait partie de la vie et que par conséquent, la volonté d'agir se doit de lui être indifférente. Aussi fait-il, en honnête homme, ce qu'il y a lieu de faire sans s'inquiéter de ceux qui, par intérêt, par sottise ou par flagornerie, vont dans le sens contraire de l'intérêt collectif supérieur. En juin 1940, au nom des valeurs universelles, hélas bien mises à mal par la barbarie nazie, il refuse de plier et se dresse contre l'oppression en prenant sans ambiguïté le parti de la France libre. Le 16 juillet 1940, le général de Gaulle lui adresse alors le télégramme suivant. Extrait des Mémoires de guerre du tome 1 de Charles de Gaulle. Je suis informé de votre attitude que j'approuve entièrement. Le devoir consiste à tenir chaque point de l'Empire pour la France contre les Allemands et les Italiens. Je vous demande de me renseigner sur votre situation pour autant que vous jugerez opportun de le faire. Je suis à votre disposition pour le concours que je pourrais vous apporter. Je vous demande de vous tenir en liaison avec moi. Cordiale sympathie. Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, tome 1. Fermez les guillemets. Qu'un homme de la dimension du général de Gaulle se fût adressé de cette manière à Félix Eboué, fût-il gouverneur du Tchad, donne une idée de la mesure qu'il avait prise de l'homme. Il le confirmera plus tard en 1944 à Alger, en lui rendant hommage tout juste après sa mort. Il s'écrit en effet, ouvrez les guillemets, Félix Eboué a arrêté aux lisières du Sahara l'esprit de capitulation, avant-garde de l'ennemi, consacré un refuge à la souveraineté française, assuré une base de départ au triomphe de l'honneur et de la fidélité. Félix Eboué, grand Français, grand Africain, est mort à force de servir. Et voici qu'il est entré dans le génie même de la France. Fermez les guillemets. Voilà donc l'homme entré dans le génie de la France, selon la formule du général de Gaulle. Il était normal qu'il se retrouvât au Panthéon avec ses congénères, ces hommes hors du commun, qui d'une manière ou d'une autre ont su garder dans la ligne droite le destin de la France. Mais peut-être faut-il s'interroger maintenant sur cet étrange cheminement qui aboutit à ce que surgissent de temps en temps des hommes d'une trempe exceptionnelle, dominant de la tête et des épaules leurs concitoyens et mettant au service de la collectivité leur intelligence et leur sensibilité supérieure. De fait, Félix Eboué appartient à une véritable lignée d'êtres d'exception, dont à analyser la vie et ce qui fut l'essentiel de leurs préoccupations, on se rend compte qu'ils avaient d'incontestables points communs. Quels liens unissent donc des hommes aux personnalités apparemment aussi différentes que l'abbé Grégoire, Victor Schœlcher, Camille Mortenol, Félix Eboué, Gaston Monnerville? Bien sûr, c'est la conscience commune qu'ils ont eue de l'impérieuse nécessité d'assurer par tous les moyens la dignité et la liberté de l'homme. Il n'y a pas de doute que c'est dans le bouillonnement d'idées du siècle des Lumières que s'est forgée cette conscience à laquelle la Révolution française de 1789 apporte des réponses concrètes en affirmant de façon solennelle les droits de l'homme. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que pour tous ces hommes qui nous sont chers, cette conscience trouve historiquement son terrain d'élection dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les départements d'outre-mer, jadis terre coloniale bien plus étendue. C'est avec la Société des Amis des Noirs, composée essentiellement d'originaires de la Caraïbe et de la Réunion, que l'abbé Grégoire se démène à la Convention, où il contribue largement à prendre conscience de la nécessité de l'abolition de l'esclavage. Victor Schœlcher reprend le flambeau, en s'inspirant tellement de l'abbé Grégoire que le propos des deux hommes peut être aisément confondu.
C'est lui principalement qui obtiendra en 1848, après une lutte de près de 10 ans, l'abolition cette fois définitive de l'esclavage dans les colonies. Cela lui valut d'être à plusieurs reprises élu de la Guadeloupe et de la Martinique, de 1848 à 1851 et en 1871 député de la Martinique après le Second Empire. Le souvenir de Victor Schœlcher est célébré chaque année dans les départements d'outre-mer, en même temps d'ailleurs que celui de Périnon, si injustement oublié. Rappelons concernant ce dernier qu'il n'y a pas si longtemps dans notre enfance, tout juste après la guerre, on chantait encore dans des défilés populaires enthousiastes, sur des rythmes entraînants, en martelant les deux noms. Vive Schœlcher, vive Périnon. Cependant, l'œuvre de libération de l'homme et de son rétablissement dans la dignité attachée à la personne humaine, accomplie par ces deux hommes, prend son départ dans un double et horrible constat. Certes, l'esclavage a existé depuis les anciens temps, mais partout, il s'agissait plus de servage que d'esclavage, au regard de ce qui s'est passé à partir de la traite des nègres générée par les grandes découvertes. Les esclaves de l'Antiquité, comme les serfs européens, n'étaient certes pas considérés comme des citoyens, mais jamais ne leur furent contestés la qualité d'homme et le droit de penser, au point que certains esclaves de l'Antiquité étaient appréciés comme des clercs, savants ou philosophes. Leur condition constitutionnelle d'esclaves ne portait pas atteinte à leur qualité essentielle d'homme. Avec la traite des nègres et le commerce triangulaire, un changement radical s'opère. Le nègre est pris pour moins que rien, comme objet de valeur ou sans valeur à l'égal des bestiaux, et surtout la qualité d'homme ne lui est pas reconnue. Le double et horrible constat est le suivant. Non seulement la qualité d'homme n'est pas reconnue à l'esclave, mais plus encore, la notion même d'esclave est très largement associée à la race. C'est parce qu'on est nègre qu'on est esclave, et comme on est esclave, on n'est pas un homme. Le syllogisme s'accomplit. Comme on est nègre, on n'est pas un homme. L'horreur avait été poussée si loin que dès le XVIIe siècle, certains gouvernants avaient jugé nécessaire de mettre un frein à l'excès, partagés qu'ils étaient entre la conscience de la férocité et de l'inhumanité du traitement réservé aux esclaves et le souci de préserver d'énormes profits, et avaient fini par publier le fameux Code noir, censé codifier la condition des esclaves, mais dont on sait l'utilisation qui en fut faite, aboutissant au contraire à abaisser encore plus ceux qu'il visait. L'on comprend dès lors que des esprits formés aux lumières du XVIIIe siècle, férus de cette liberté préconisée par la Révolution, et plus encore de la liberté des consciences, soient révoltés à la seule idée qu'un homme, quelle que soit sa couleur, puisse être ravalé au rang de la bête. On a du mal à s'imaginer les résistances extraordinaires que rencontrent les deux pionniers dans leur combat pour faire triompher la justice et l'équité, tant l'état des mentalités justifiait alors une aveugle brutalité. Mais l'on se tromperait à penser que leurs héritiers ont trouvé des difficultés moindres. Elles étaient d'un autre ordre. Ils eurent donc à s'organiser pour une autre forme de résistance et à mener un autre type de combat. Et chacun, avec sa personnalité, a réussi à franchir l'obstacle. Camille Mortenol, ce fils d'esclave, entré à Polytechnique à peine 40 ans après l'abolition de l'esclavage, est un des premiers à justifier le combat de l'Abbé Grégoire et de Schœlcher par la vive intelligence dont il fait preuve et par sa façon bien à lui d'assumer le monde hostile qui l'entoure, tout en œuvrant patiemment et sereinement pour mener à bien les tâches qui sont les siennes dans la noblesse et la dignité. Félix Eboué, dont les cendres reposent ici à côté de Schœlcher et dont l'élévation fut telle qu'il domina par son esprit les plus grands avec la plus totale simplicité. Gaston Monnerville, exemple parfait de l'honnête homme du XXe siècle, qui n'hésita jamais, quelles que fussent ses circonstances, à se dresser contre ce qu'il considérait contraire à son éthique. Ce grand résistant devint le second personnage de la République française, président du Sénat, et à ce titre ensuite, membre du Conseil constitutionnel, faisant la preuve par l'exemple que l'intelligence et le talent appartiennent à tous les hommes, quelles que soient leurs origines et leurs couleurs. Notre nègre, comme l'appelaient affectueusement ses électeurs du Lot, avait tout simplement réussi à imposer ses qualités d'homme, au point que sa couleur passait pour anecdotique et dérisoire. En rendant hommage ici à tous ces hommes qui ont su de manière différente, mais chaque fois efficace, transcender les réalités parfois sombres de leur époque, nous œuvrons tous ensemble pour que continue l'état d'esprit qui les a animés.
Demain révélera d'autres esprits supérieurs qui se seront faits jour ici et là. Il convient donc d'être vigilant en permanence pour s'assurer que la lumière qu'ils diffuseront continuera à éclairer le monde. Aujourd'hui, à l'heure où la tentation est grande, dans une société vouée à la consommation et au profit, de céder à la facilité de l'exclusion et où la mode est à la définition de critères objectifs d'extranéité, autorisant un injuste ostracisme à l'égard de ceux qui paraissent différents, l'exemple de l'abbé Henri Grégoire, de Victor Schellcher, de Camille Mortenol, de Félix Eboué, de Gaston Monerville, doit être mis en exergue. Ils ont su faire valoir chacun à leur manière qu'un homme en valait un autre. Ils ont su se battre pour faire triompher cette idée simple. Nous devons à notre tour faire en sorte que jamais ne recommence ce qu'ont connu nos ancêtres et que toujours le respect de l'homme l'emporte sur toute autre considération. Cela peut paraître simple, tant la société actuelle offre ce confort et ces facilités qui cachent souvent les formes nouvelles du mal, c'est-à-dire la capitulation de l'âme au bénéfice de la jouissance matérialiste. En prenant l'exemple des anciens, nous avons le devoir d'apprendre nous-mêmes et d'apprendre à nos enfants à reconnaître malgré les déguisements qu'offre la technique et le profit, tout ce qui dans les comportements modernes est de nature à constituer une atteinte à l'esprit. C'est la tâche à laquelle Félix Eboué et tout ce que nous avons évoqué en quelques mots nous convient et que nous avons le devoir d'accepter. Tel est à mes yeux le sens de cet hommage solennel, quoique simple, rendu aujourd'hui à ces grands hommes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Discours prononcé le 22 juin 1996 par l'auteur, historien, écrivain Henri Azaël Massieu. Je vous remercie, chers auditeurs, auditrices, de m'avoir écouté et je vous invite à effectuer une recherche personnelle sur ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre humanité. Bonne soirée. Merci Isabelle Gracien. On arrive maintenant à notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. Pour ce jour, voici notre proverbe. On ne peut peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Notre émission tire à sa fin. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je suis Simplice Animaux. Je dis merci donc à nos chroniqueuses Lydia Antoine, Isabelle Gracien, Lucrèce Taïro, Dani Loni. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'émission littéraire Le Livre en question. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle, 6 en région parisienne, ici les Molinos. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission. Le livre en question, c'est donc chaque vendredi de 21h à 22h. Le WhatsApp, c'est +33 6 26 31 36 77. Sur Internet, www.larpcplus.online. Au revoir et à très bientôt.